année à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro du journal des correspondants de l'année 2022. Le Cameroun, le Mali, le Tchad et la Guinée sont les destinations qui nous accueillent aujourd'hui. Sans plus tarder, direction le Cameroun. À quelques jours du démarrage de la CAN Total Énergie 2022, la décision de la CAF et du gouvernement du Cameroun de conditionner l'entrée au stade à la présentation d'un pass sanitaire divise les Camerounais. C'est ce que nous montre ce sujet de Gaël Diakam, Pierre Pafendongo, Cyril Nguidjoy. C'est une décision qui, depuis sa sortie par la Confédération africaine de football, plonge les Camerounais dans une colère. L'accès au stade, homologué pour la CAN Total Énergie 2021, désormais conditionné par le test PCR et le vaccin contre le Covid-19, sème des divisions au sein de l'opinion publique. Moi, je me vacciné là, jamais. Mais le stade là, on va entrer dedans. C'est notre stade. Il ne va pas venir nous imposer. Oui, c'est notre stade. Et je préfère encore le test, oui, mais me vacciner, je ne sais pas ce qu'on me met au corps. Lorsqu'on sait que le Cameroun d'ailleurs a eu trop de mal à organiser cette CAN avec les reports, les glissements. Et à la dernière minute, on nous ramène cette affaire de passe sanitaire. Je crois que ce n'est pas bien, c'est une mauvaise foi de la part des organisateurs des compétitions et de la part même de la CAF qui se laisse faire par la FIFA. Une décision jugée paradoxale, voire illégale pour ces amoureux de football, au regard du taux de mortalité fixé seulement à 3% au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui n'a pas été fortement touché par la Covid-19. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres sont assez éloquents. Beaucoup redoutent encore ce vaccin qualifié d'une stratégie mise sur pied par la CAF pour l'imposer aux Camerounais qui se voient ainsi privés de leur liberté. On voit ailleurs comment les gens meurent à cause de ce vaccin, mais nous ici là on ne peut pas accepter. L'Euro, la Copa et autres championnats se sont joués en Europe. On a tous vu comment les stades étaient bondés. Je ne suis pas sûr que tous ces gens-là étaient vaccinés ou bien ils avaient des tests. Des avis que ne partage pas une frange de la population qui trouve plutôt en cela une aubaine pour lutter efficacement contre cette pandémie. La pandémie à coronavirus est une menace pour les vies. Donc si ces mesures-là sont prises, c'est pour notre bien et aussi pour le bien de tout le pays. La santé est primordiale et je pense que c'est normal que tout le monde prenne soin de soi et puis qu'on prenne soin des autres. La décision de la CAF est certes prise, mais les Camerounais appellent à une intervention des pouvoirs publics de peur de voir la majorité de ces stades vides pendant cette grande messe sportive prévue dès le 9 janvier prochain. Autre situation inhérente à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, la flambée des prix des produits de première nécessité. Sur les marchés à Douala ou encore à Yaoundé, la population peine à joindre les deux bouts. À cause de cette situation de hausse injustifiée des prix des produits alimentaires. Reportage Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyril Nguidjoy. Faire des courses à vil prix est une épreuve rude pour ce propriétaire d'un restaurant très fréquenté de la capitale. Depuis des mois, il dépense en moyenne 30 000 francs pour un sac de taro, l'un des mets les plus prisés de son menu aux repas 100% locaux. Quand vous prenez un sac comme celui de taro là, qui coûtait 18 000 à l'époque, qui est à 30 000, si elle l'achète à 28 000, c'est-à-dire à l'origine, elle est obligée de répercuter pour vivre. Le constat est quasi général, les prix des denrées alimentaires de première nécessité sont tirés à la hausse. Très difficile pour un citoyen au portefeuille moyen de s'approvisionner en tomates, huile végétale, bananes, plantains ou encore poissons. 1 litre d'huile à 1 500 au lieu de 1 000 francs qu'on donnait. Les crevettes, actuellement, on devait être en train d'acheter le sac à 50 000 francs. Mais maintenant, actuellement, si on nous vend le sac à 120 000. Aujourd'hui, le régime de plantain coûte. Le petit, c'est à partir de 1 500. Le plus gros régime, c'est 7 000, 8 000.
À qui doit-on imputer cette flambée des prix dans les marchés? Interrogés, plusieurs commerçants disent être confus. On investit dans le plantain, mais on ne récupère pas l'argent. Le transport est très coûteux. Eux nous disent que c'est depuis le champ, c'est depuis la récolte que la tomate n'a pas assez produit cette année. Cette hausse des produits de grande consommation influence les revenus des restaurateurs qui sont contraints à présent d'augmenter le portefeuille pour fidéliser la clientèle. Vous voyez, les recettes se rétrécissent. On sera obligé de compresser si rien n'est fait. Si rien n'est fait. Pour lutter contre ce phénomène à l'approche de la canne Total Énergie, des concertations ont eu lieu en urgence entre le ministre du Commerce et les présidents des marchés des 7 arrondissements de Yaoundé. Le gouvernement évoque une mauvaise politique impulsée par les petits détaillants. Il dénonce aussi une tentative de déstabilisation après des spéculations vouées à l'échec sur l'annulation de la canne Total Énergie. Des brigades de contrôle seront alors déployées sur le terrain pour veiller au respect du juste prix. C'est une situation qui est internationale. Il y a une conjoncture économique difficile liée à cette pandémie-là et le Cameroun a réussi à contenir les prix. Ce sont des petits détaillants qui, dans la plupart des cas, réajustent le prix à la hausse parce qu'ils achètent au prix final, mais viennent ajouter leurs bénéfices. Toutefois, la psychose gagne du terrain. Les populations nourrissent l'espoir de voir des solutions efficaces contre cette mauvaise politique qui menace aujourd'hui la survie du panier de la ménagère au Cameroun. À dire qu'il est temps pour les pouvoirs publics de miser davantage sur la production locale. Jeudi, la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, s'est ouverte à Bamako. L'événement, placé sous le thème « Artisanat et sortie de crise, notre contribution », réunit 8 branches d'activité, 40 corps de métier. Reportage Bouraïma Solo. Créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens, stimuler la créativité et l'innovation, promouvoir l'émergence des jeunes talents et encourager la consommation des produits artisanaux. Ce sont les principaux objectifs de ce salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. Le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali n'a pas manqué de souligner que l'artisanat est l'un des rares secteurs qui porte encore le pays. Le secteur de l'artisanat, en plus des emplois et des ressources qu'il génère, est un puissant levier d'apprentissage pour des milliers de jeunes et de femmes non scolarisées ou déscolarisées. Il est également un facteur de fixation des candidats à l'immigration clandestine. Organisé dans un contexte défavorable à l'artisanat en raison des crises multiformes que vit le Mali, le ministre de l'Artisanat se félicite tout de même de la tenue de cette 3e édition du SIAMA. Depuis plusieurs années, notre pays traverse des épreuves particulièrement dures pour le secteur de l'artisanat du fait de la double crise sécuritaire et sanitaire. Dans un tel contexte, chaque événement organisé est une victoire sur la crise, une victoire sur la vie. Pas moins de 8 branches d'activité artisanale, 40 corps de métiers et plus de 500 métiers exposent lors de ce SIAMA. Venu de Mopti, centre du pays, Youssouf Sissé espère attirer beaucoup de clients avec ses produits made in Mali. On a amené plus de bocolans cette année que des bijoux. Parce qu'auparavant, c'était uniquement les bijoux. C'est plus facile à transporter, de 1. De 2 aussi, c'est ça les Occidentaux aiment, c'est notre principal aussi. Mais cette fois-ci, on a amené plus de bocolans et indigo. S'habiller made in Mali est la nouvelle tendance dans le pays. Et le premier ambassadeur semble être Choquel Kokala Maïga, le premier ministre de transition. Moi-même, je me suis fait le devoir depuis quelques mois. Au moins dans les cérémonies officielles, vous voyez, c'est des produits artisanaux maliens que je porte. Même le masque, c'est made in Mali, les habits, c'est made in Mali. Au niveau du gouvernement, pratiquement, personne ne vient plus en conseil des ministres dans des habits autres que les habits artisanaux. Et tout ça, c'est pour montrer que nous sommes en phase avec notre peuple.
Au Mali, l'artisanat fait travailler 42% de la population active et contribue pour 20% du PIB du pays. Au cours de ce salon biennal qui durera 11 jours, les exposants venus de plusieurs pays africains vont tenter de vendre leur stock après une année difficile pour tout le secteur en raison de la crise sécuritaire et de celle du Covid-19. N'Djamena, la capitale tchadienne, accueille la 3e édition du Festival national des arts et des cultures dénommé Dari, qui signifie en arabe local « Mon pays ». Ce festival est une occasion de retrouvailles, de promotion de la diversité culturelle et des savoir-faire ancestraux. Théophile Kadnouba, notre correspondant, était sur place pour assister à la cérémonie d'ouverture. Dari, qui signifie en arabe local « Mon pays », permet au public de découvrir la diversité culturelle du pays de Toumaï. Venus des 23 provinces pour valoriser les œuvres d'art et de la culture tchadienne, les festivaliers se sont rivalisés d'ardeur à travers le défilé et la danse traditionnelle. Ceci sous le regard attentif du Premier ministre de la Transition, Pahimi Padague Albert, représentant le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno. Occasion pour le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, d'affirmer que cette 3e édition du festival Dari est une lueur d'espoir pour le rayonnement de la culture tchadienne. Le président du comité d'organisation, Abakar Rosi Teguil, de situer l'importance de l'espace dénommé Pavillon Idriss Déby Itno. Cette édition est particulière car elle rend un hommage mérité à feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno en reconnaissance de tous les soutiens dont il a apporté pour les éditions antérieures. La ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité, Achta Djibril Si, précise que Dari est une fenêtre ouverte sur le Tchad. C'est aussi une tribune dédiée au métissage des peuples, à la reconnaissance et à la valorisation de la dignité des racines humaines. Il nous permet non seulement d'être fiers de nos origines, mais aussi nous rappelle la nécessité de cultiver la complémentarité qui nous permet de transcender nos différences. La ministre d'ajouter que le festival Dari est un hymne qui invite le peuple tchadien au vivre ensemble, à la cohésion sociale, au partage et au dialogue inclusif. Danse traditionnelle pratiquée dans les cérémonies de réjouissance. Pour finir cette édition, je vous emmène en Guinée à la découverte de l'alphabet Nko, une écriture créée en 1949 par le savant Solomana Kanté. Cet alphabet permet d'écrire les langues mandingues ouest-africaines qui comptent aujourd'hui beaucoup d'apprenants. À Kankan, la ville d'origine de son créateur, plusieurs écoles l'enseignent. Sanyo Kourouma. En haute banlieue de Kankan, l'école Nko de Nanfo Ismaël Diaby. Les élèves de cet établissement étudient exclusivement en langue maninka, écrite dans l'alphabet Nko, un système d'écriture inventé par un des fils de cette ville, Solomana Kanté. Apprendre à lire et à écrire dans sa propre langue, celle que l'on parle en famille, serait le seul moyen de développer le continent. C'est dans nos langues locales qu'on peut vite apprendre. Voilà pourquoi nous avons compris que le retard de l'Afrique est dû au fait qu'on n'étudie pas dans nos langues. Nous avons donc décidé d'ouvrir cette école afin qu'on puisse se réveiller maintenant et que tous les Africains comprennent que c'est en étudiant dans nos langues qu'on pourra développer le continent comme on le souhaite.
L'apprentissage des langues maternelles ne se limite pas qu'aux enfants. Mosebe, un autre adepte d'un cours donne des cours de rattrapage à des adultes. Le retour à la langue maternelle dans l'apprentissage permet une meilleure compréhension. C'est en apprenant nos langues que l'Afrique pourra se développer. Voilà pourquoi je me suis intéressée au cours. Et seulement un an d'études après, je suis meilleure que ceux qui ont fait des années dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui à Kankan, plusieurs journaux sont édités en cours, une autre grande avancée de cet alphabet. En Guinée, seule l'université de Kankan et celle de Kofi Annan ont introduit l'enseignement d'un cours dans leur programme. L'onco est une forme d'écriture à l'université de Kankan et fait partie des matières enseignées aujourd'hui en linguistique, en lettres modernes et dans d'autres départements comme le département anglais et le département arabe. L'écriture onco a été inventée il y a 112 ans par le savant guinéen Solomon Kanté, originaire des Kankans. Cet alphabet revendique une identité linguistique du mandingue. L'écriture onco existe de nos jours dans plus de 10 000 ordinateurs. Il est également enseigné dans plusieurs universités américaines et européennes. Toute l'équipe de réalisation du Journal des correspondants vous souhaite une très belle année 2022. Plein succès à vous en compagnie des programmes de Télé Sud. Au revoir.